À 18h42, j'ai reçu un SMS de mon mari. Il disait simplement « Je travaille tard ». Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Il faisait souvent des heures supplémentaires et j'avais confiance en lui. Nous étions ensemble depuis le lycée, mariés depuis près de 10 ans. Je pensais que notre couple était inébranlable. Il était calme, concentré, rentrait toujours à la maison et ne m'avait jamais donné de véritable raison de douter de lui. Je l'aimais. Et je pensais qu'il m'aimait aussi. Ma meilleure amie et moi nous connaissions depuis l'enfance. On se parlait tous les jours. Elle savait tout de moi, mes peurs, mes rêves, même des détails insignifiants comme la façon dont je prenais mon café. Mais au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. Elle était devenue distante. Froide. Elle avait toujours une excuse quand je proposais de la voir. Elle me manquait, mais je me disais que c'était juste la vie, le quotidien qui prenait le dessus. Ce soir-là, j'ai reçu un message étrange d'un numéro inconnu. Il contenait juste une adresse et une heure. Pas de nom. Rien d'autre. Mon intuition m'a poussé à y aller. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une surprise ou un malentendu. Jamais je n'aurais imaginé entrer dans une église et voir mon mari debout devant l'autel, en smoking, souriant. Il tenait la main de ma meilleure amie. Je ne pouvais plus bouger. Un instant, j'ai cru halluciner. Peut-être était-ce un rêve, un tour cruel de mon esprit. Mais non, c'était bien réel. Ils étaient là, entourés de fleurs, une musique douce en fond, des gens qui les regardaient avec le sourire. Je l'ai vue dans sa robe blanche. Elle avait l'air heureuse. Sereine. Comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Et lui, il la regardait comme j'avais toujours voulu qu'il me regarde. Personne ne m'a remarqué. Je suis resté figé au fond de la salle. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine les vœux. J'ai cru que j'allais hurler. J'ai cru que j'allais me précipiter dans l'allée pour exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là. J'ai tout ressenti en même temps, le choc, la douleur, la colère, la confusion. J'avais envie de m'effondrer. Mais au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone et appuyé sur enregistrer. J'ai zoomé. J'ai filmé son visage. J'ai filmé sa main dans la sienne. J'ai filmé le moment où ils se sont embrassés. Je n'ai pas gâché la cérémonie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai juste tout enregistré. Je savais que cet instant changerait ma vie à jamais. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais je savais aussi que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je ne savais pas pourquoi il faisait ça. Pas encore. Mais j'allais le découvrir. Et j'allais m'assurer qu'il se souviendrait de ce jour aussi clairement que moi. Nous nous étions rencontrés au lycée. J'avais 16 ans, lui 17. Il me faisait rire quand j'avais passé une mauvaise journée. Je le trouvais être le garçon le plus attentionné que j'ai jamais connu. Nous sommes sortis ensemble très vite. Tout le monde nous appelait le couple en or. Nous sommes allés au bal de promo ensemble, avons obtenu nos diplômes ensemble, et avons même été acceptés dans des universités de la même ville pour rester proches. Nous n'avons pas tardé à emménager ensemble. Et vers le milieu de la vingtaine, nous étions mariés. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Il avait un bon travail. Je venais de lancer ma petite entreprise. Et nous avions acheté notre première maison. Les gens disaient que nous étions un power couple, fort, intelligent, nous poussant toujours vers le haut. Et d'une certaine manière, nous l'étions. Ma meilleure amie était toujours dans les parages. Elle faisait partie de ma vie depuis mes 10 ans. Nous avions grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles et étions restés proches malgré les aléas de la vie. Elle était là quand je me suis fiancé, quand j'ai acheté ma robe, quand j'ai marché vers l'hôtel. Elle l'appelait son beau-frère pour plaisanter, et je riais avec eux. Nous formions une équipe, tous les trois. Je n'ai jamais remis en question le temps qu'ils passaient ensemble, leurs blagues ou leurs textos. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Les choses ont commencé à changer doucement. Au début, je pensais que je me faisais des idées. Il avait acheté une nouvelle eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. J'ai trouvé des dépenses étranges sur notre carte de crédit, des dîners, des séjours à l'hôtel, des choses qui ne collaient pas avec ce qu'il me disait. Quand je posais des questions,
il balayait tout d'un revers de main en prétextant le travail. Je n'ai pas insisté. J'avais confiance. Ma meilleure amie avait changé aussi. Elle annulait nos sorties plus souvent, disait qu'elle était occupée par le travail ou des voyages. Elle ne répondait plus à mes messages immédiatement. Elle me manquait. Je pensais que nous étions simplement en train de mûrir, de nous éloigner un peu. Ça arrive. À la maison, l'ambiance n'était plus la même. Il avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Il ne me prenait plus dans ses bras la nuit. Parfois, il ne me disait même pas au revoir en partant travailler. Je pensais que c'était juste le stress. Il disait toujours que le travail devenait plus intense. J'essayais d'être patiente. Je lui laissais de l'espace, pensant que ça passerait. Avec le recul, je le vois maintenant. Tous les petits signes. Toutes ces petites choses dont je me disais qu'elles n'étaient rien. Je me souviens d'un soir où il est rentré tard avec du rouge à lèvres sur sa chemise. Je me suis dit que c'était peut-être une collègue, juste une accolade ou quelque chose d'innocent. Je voulais croire le meilleur. Je ne voulais pas être ce genre d'épouse qui doute de son mari. Mais j'aurais dû. J'aurais dû être attentive. J'aurais dû poser des questions plus difficiles. Je me sens idiote d'avoir raté ça. De ne pas avoir vu ce qui était juste sous mon nez. Ce n'était pas juste une erreur ou un dérapage. C'était quelque chose qu'ils construisaient ensemble tout en faisant semblant de faire partie de ma vie. Ils n'essayaient pas de le cacher par peur. Ils n'avaient pas honte. Ils attendaient juste le bon moment. Ils se préparaient à quelque chose de plus grand, de définitif. Ils n'essayaient pas de garder le secret. Après ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis rentré chez moi et je me suis assise en silence. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Quelque chose s'était brisé en moi, mais pas de la manière qu'ils auraient pu espérer. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais rester calme. J'allais tout découvrir. J'ai commencé petit. J'ai fouillé notre ordinateur portable commun. Il ne prenait jamais la peine de se déconnecter. J'ai regardé ses emails en premier. La plupart semblaient normaux, mais il y en avait d'étranges. Des confirmations pour des dîners et des hôtels dont il ne m'avait jamais parlé. J'ai fait des captures d'écran et j'ai tout sauvegardé. J'ai parcouru ses SMS. Certains étaient effacés, mais pas tous. J'ai trouvé des messages échangés avec un numéro enregistré seulement sous des initiales. Il parlait de rendez-vous, de projets, d'endroits où se retrouver. C'était elle. Je reconnaissais sa façon d'écrire. Sa façon d'utiliser les émojis. C'était elle. Ensuite, j'ai vérifié les relevés téléphoniques. Son numéro avait de longs appels réguliers avec le sien. Tard le soir, parfois pendant plus d'une heure. J'ai gardé des traces de tout ça aussi. J'ai cherché sur les réseaux sociaux. Elle avait un deuxième compte sous un nom légèrement différent. C'était privé, mais la photo de profil les montrait sur une plage. Pas une photo de groupe, juste deux. Je connaissais cet endroit. Nous étions censés y aller pour notre anniversaire l'année dernière, mais il m'avait dit qu'il avait un voyage d'affaires. J'ai enregistré la photo. J'ai commencé à fouiller la maison. Je ne savais même pas ce que je cherchais au début. Je sentais juste qu'il y avait plus. Un soir, pendant qu'il était sous la douche, j'ai vérifié le tiroir sous son côté du lit. C'est là que je l'ai trouvé, un deuxième téléphone. Il était éteint, mais je l'ai mis à charger. Quand il s'est allumé, tout était là. Messages, photos, notes, même une liste de mariage. Il y avait des photos des alliances, des confirmations de lieux, une application de compte à rebours sur l'écran d'accueil. Il planifiait ce mariage depuis longtemps. Il n'avait pas honte. Il ne se cachait pas. Ils avançaient sans moi, comme si je n'avais jamais existé. C'est là que j'ai trouvé le contrat de mariage prénuptial. Il était dans un dossier enfoui dans notre classeur. Je ne me souvenais pas avoir signé de contrat prénuptial. Nous en avions parlé une fois il y a des années, mais sans jamais donner suite. Mes mains se sont glacées en regardant le papier. Mon nom était signé en bas. Mais ce n'était pas ma signature, loin de là. Il l'avait falsifié. Il avait tout prévu, comment partir, comment se protéger, comment passer à autre chose. Je n'étais pas censé trouver quoi que ce soit. Je n'étais pas censé poser de questions.
J'étais juste censé disparaître de l'histoire qu'ils étaient en train de réécrire. J'ai tout sauvegardé. Chaque capture d'écran, chaque document, chaque message. J'ai tout copié à plusieurs endroits, sur une clé USB, sur mon email, et même dans un dossier cloud sous un faux nom. Je me suis assuré que rien ne puisse être perdu. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. Je souriais quand il rentrait. J'acquiesçais quand il parlait du travail. Je faisais semblant de croire chaque mot. Mais à l'intérieur, je construisais quelque chose. J'assemblais chaque pièce comme un puzzle. La vérité était laide, et ils avaient travaillé dur pour la cacher. Mais maintenant, je voyais tout clairement. Ils pensaient avoir couvert leurs traces. Ils pensaient que je ne devinerais jamais. Ils pensaient que je partirais sans faire de bruit et que je les laisserais vivre leur nouvelle vie tranquillement. Ils voulaient une rupture nette. J'allais leur offrir la sortie la plus désastreuse imaginable. Je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. J'ai ouvert la porte, je suis allé dans la cuisine et je me suis fait un thé. Mes mains étaient stables. Mon visage était calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à la table et j'ai attendu. Il est rentré 2 heures plus tard. Il avait l'air fatigué, ou du moins il essayait de l'être. Il a posé son sac près de la porte, desserré sa cravate et m'a donné un baiser rapide sur la joue. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'il y avait eu une urgence au travail. Il m'a dit qu'il avait dû rester tard, que tout s'effondrait au bureau. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai fait semblant de le croire. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas accusé. J'ai juste écouté et hoché la tête comme une bonne épouse. J'ai même demandé s'il voulait dîner. J'avais déjà mangé, mais j'ai réchauffé des restes pour lui et je me suis assise en face de lui. Je l'ai regardé manger. Il parlait de son travail comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas épousé quelqu'un d'autre quelques heures plus tôt. J'ai gardé une voix douce. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai même touché sa main. Il n'a rien remarqué. Il ne savait pas que j'avais tout vu. Il ne savait pas ce que je préparais. Au cours des jours suivants, je suis restée la même, douce, calme, aimante. Je faisais la lessive. Je préparais le café. Je lui demandais s'il avait bien dormi. Mais doucement, j'ai commencé à faire de petits changements, des choses insignifiantes, juste assez pour le déstabiliser. J'ai déplacé ses clés du crochet au tiroir de la cuisine. J'ai caché une de ses chaussettes. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, puis je l'ai remis avant qu'il ne rentre, juste assez pour le faire douter, pour le faire réfléchir. J'ai arrêté de lui envoyer des SMS pendant la journée. Je n'appelais plus pour prendre des nouvelles. Je faisais comme si je n'avais aucun souci. Je le laissais aller et venir à sa guise. Je souriais quand il partait. Je souriais quand il revenait. La nuit, allongé à côté de lui, il se détournait de moi, et je fixais le plafond dans le noir. Je pensais à tout ce qu'il avait fait. Je pensais à la facilité avec laquelle il m'avait menti. Je pensais à elle, ma meilleure amie, et à toutes les fois où elle s'était assise dans mon salon en faisant semblant de s'intéresser à moi. Il n'avait aucune idée de ce que je savais. Cela me donnait du pouvoir. Chaque mensonge qu'il me racontait me rendait plus forte. Chaque faux sourire qu'il m'adressait me rapprochait du moment où j'arrêterais de faire semblant. Il pensait que j'étais calme parce que j'étais heureuse, mais j'étais calme parce que j'avais un plan. Il m'embrassait pour me dire bonne nuit comme si rien n'était. Je l'embrassais en retour et lui souriais. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne m'étais jamais senti autant en contrôle. Je l'ai regardé s'endormir à côté de moi, et j'ai pensé à la façon dont j'allais détruire sa vie avant la fin de la semaine. J'ai appelé ma meilleure amie et lui ai demandé si on pouvait se voir. Je lui ai dit que je n'avais pas le moral et que j'avais besoin de parler. Elle a accepté rapidement, comme au bon vieux temps. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café que nous adorions. Elle a souri en me voyant, comme si rien n'avait changé. J'ai souri en retour et je l'ai prise dans mes bras. À l'intérieur, j'avais la nausée, mais je n'ai rien montré. Je lui ai dit que je pensais que mon mari me trompait. J'ai dit que je n'avais pas de preuves, mais que j'avais un mauvais pressentiment. J'ai dit que j'avais besoin de ses conseils. Elle a eu l'air surprise un instant, puis s'est penchée vers moi et a parlé doucement. Elle m'a dit que je réfléchissais trop.
Elle a dit qu'il était peut-être juste stressé et distant à cause du travail. Elle m'a dit de ne pas gâcher mon mariage pour de petits doutes. Ses mots étaient fluides, calmes, faux. J'ai hoché la tête pendant qu'elle parlait. Je posais des questions comme si j'étais perdu et effrayé. J'ai dit que je ne savais pas quoi faire. Elle m'a touché la main et a dit « Fais-lui confiance. Il t'aime. » J'avais envie de rire. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'être forte. Pendant tout ce temps, elle était assise là, cachant la vérité. J'avais mon téléphone qui enregistrait tout, caché dans mon sac à main sur la table. Chaque mot qu'elle disait, chaque mensonge qu'elle racontait était sauvegardé. Sa voix semblait gentille. Son visage semblait bienveillant. Mais maintenant, je connaissais la vérité derrière. Elle ne l'aidait pas simplement à mentir. Elle menait la danse. Elle jouait bien son rôle. Mais en l'observant de près, j'ai vu autre chose. Elle semblait trop calme, trop sûre d'elle. Elle n'était pas nerveuse, pas une seule seconde. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas juste une histoire d'amour ou de tromperie. Elle n'était pas seulement amoureuse de lui. Elle l'utilisait aussi. Peut-être pour l'argent. Peut-être pour autre chose. Mais ce n'était pas que des sentiments. C'était du contrôle. Elle parlait de leur passé. De petites histoires dont elle pensait que je n'avais pas connaissance. Elle a fait un lapsus une fois et a parlé d'un week-end dont il ne m'avait jamais parlé. Puis elle a rapidement changé de sujet. J'ai laissé passer, mais je l'avais noté. Chaque petit lapsus m'en disait plus. Elle pensait être plus intelligente que moi. Elle pensait que j'étais toujours la même vieille amie qui lui faisait aveuglément confiance. Quand nous avons fini notre café, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et que je devais prendre soin de moi. Je l'ai serré en retour et je l'ai remerciée. Ma voix était stable. Mon sourire était chaleureux. Elle n'a rien vu venir. Je suis parti l'esprit clair. Elle ne m'avait pas seulement poignardé dans le dos. Elle l'avait fait en souriant. Et elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Mais maintenant, j'avais sa voix, ses mensonges et son faux réconfort enregistrés. Si mon mari était un menteur, ma meilleure amie était pire. Elle était un trou noir de tromperie. Tout autour d'elle disparaissait, ne laissant que des dégâts derrière elle. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un plan. Je n'allais ni pleurer ni supplier. Je n'allais pas demander pourquoi. J'avais toutes les preuves nécessaires. Il était temps d'agir. J'avais passé des années à leur faire confiance. Maintenant, j'allais passer des jours à m'assurer qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient construit. J'ai commencé petit. J'ai créé une nouvelle adresse email sans nom, impossible à remonter jusqu'à moi. Je l'ai utilisée pour envoyer des messages à leur lieu de travail. Ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise. Dans l'email, j'ai donné des détails, des dates, des photos et des preuves. Je n'ai pas tout expliqué. J'ai juste donné assez pour que quelqu'un des RH pose des questions. Assez pour alerter. Je n'ai rien écrit de colérique. Juste des faits. C'était plus efficace. Ensuite, j'ai envoyé la vidéo du mariage, pas au monde entier, juste aux bonnes personnes. J'ai trouvé les adresses email de ses parents, de son frère, de la sœur de mon amie et de son patron à elle. J'ai envoyé l'extrait vidéo et rien d'autre. Pas de message. Pas d'avertissement. Pas de nom. J'ai laissé la vidéo parler d'elle-même. J'imaginais leur visage en la voyant. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais sereine. Après ça, je suis allé à la banque. Nous avions un compte joint. Je ne l'ai pas vidé, mais j'ai pris ce qui était à moi. J'ai transféré l'argent sur un nouveau compte à mon nom uniquement. J'ai remboursé quelques dettes qui étaient encore à nos deux noms. Je ne voulais plus être lié à lui quand tout exploserait. J'ai gardé une trace de chaque dollar. Ensuite, j'ai trouvé une avocate. Je ne voulais aucun retard. Je voulais quelqu'un de fort et d'intelligent. Je l'ai rencontré en privé et je lui ai tout donné. Documents, messages, capture d'écran, même le faux contrat de mariage. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle a juste pris des notes et posé des questions précises. Elle m'a dit que mon dossier était solide. J'ai hoché la tête et dit que je voulais aller vite. Elle m'a recommandé un détective privé également. J'ai accepté sans hésiter. Je lui ai donné des noms, des dates et des lieux.
Je voulais plus que ce que j'avais trouvé. Je voulais tout. Chaque mensonge. Chaque plan caché. Chaque rendez-vous secret. Je voulais un dossier si épais qu'ils les enseveliraient sous leur propre désordre. Je suis restée silencieuse à la maison. J'ai agi normalement. Je souriais, cuisinais et demandais comment s'était passée sa journée. Mais à chaque heure qui passait, je construisais quelque chose de plus fort. Un plan qu'il ne pouvait pas arrêter. Une voie dont il ne pourrait pas s'échapper. Il pensait que j'étais la même femme qui croyait autrefois chaque mot qu'il disait. Il ne voyait pas ce que j'étais devenue. Concentrée. Froide. Prête. Chaque pas que je faisais était calculé. Rien de précipité. Je ne voulais pas de drame. Je voulais des résultats. Je voulais des dégâts irréparables. Leur nouvelle vie était bâtie sur la trahison. J'allais m'assurer qu'elle s'effondre pièce par pièce. Ils pensaient que je resterais silencieuse. Ils pensaient que je partirais et les laisserais être heureux. S'ils pensaient que je partirais sans rien dire, c'est qu'ils n'avaient pas prêté attention ces 12 dernières années. Ça a commencé doucement. Quelques personnes ont vu la vidéo. Puis d'autres. Puis elle s'est répandue dans toute la ville. Ce n'était pas aux informations, mais ça n'avait pas besoin de l'être. Tous ceux qui devaient la voir l'ont vue. Les gens à leur travail ont commencé à chuchoter. Les amis ont commencé à s'envoyer des textos. Les membres de la famille appelaient, confus et en colère. Personne ne savait quoi croire, mais la vidéo était claire. Je n'ai rien posté publiquement. J'ai juste laissé les choses se faire. J'ai envoyé quelques messages supplémentaires aux bonnes personnes. Un collègue. Un ami de son patron. Une cousine qui adorait les ragots. L'extrait a continué de circuler et je suis restée silencieuse. Plus ils essayaient de le cacher, plus les gens posaient des questions. Ce n'était pas juste une petite erreur. Ils l'avaient planifié. Et maintenant, la vérité éclatait. À leur travail, les choses ont empiré. Les ressources humaines les ont convoqués. L'entreprise avait des règles concernant les relations personnelles, et ils les avaient tous deux enfreintes. Ils avaient menti aux gens au travail. Ils avaient mis les autres mal à l'aise. Certains collègues avaient même reçu de fausses histoires pour couvrir leurs traces. Maintenant, tout le monde était contrarié. Ils ont essayé de s'expliquer. Ils ont dit aux gens que tout cela faisait partie d'un malentendu. Ils ont dit que c'était du polyamour, que nous étions tous d'accord. Ils ont dit que c'était privé et que les gens jugeaient trop sévèrement. Mais plus ils parlaient, plus cela sonnait faux. La plupart des gens ne les croyaient pas. Certains ont cessé de leur parler complètement. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste continué à montrer des preuves. Une photo par-ci. Un message par-là. Chaque fois qu'ils disaient quelque chose de faux, je m'assurais que la vérité suive. Discrètement. Rapidement. Je n'avais pas besoin de crier. Je laissais les faits parler plus fort que n'importe laquelle de leurs excuses. Puis ses parents se sont présentés à ma porte. Je ne les avais pas vus depuis des semaines. Sa mère avait l'air choquée. Son père était silencieux, presque pâle. Ils m'ont demandé si c'était vrai. Je n'ai pas dit grand-chose. Je leur ai montré ce qu'ils avaient besoin de voir. Je n'ai pas essayé de les faire changer d'avis. Je les ai laissés ressentir la vérité par eux-mêmes. Ils ont quitté la maison en secouant la tête. Je n'ai pas vu de tristesse sur leur visage. J'y ai vu de la honte. Son frère a appelé aussi. Il était en colère, pas contre moi, mais contre lui. Il a dit, « Tu ne méritais pas ça. » Je l'ai remercié. Je n'ai pas dit grand-chose d'autre. Puis mon mari est rentré un soir et a demandé si nous pouvions parler. Il avait l'air fatigué et tout petit. Comme si le poids de tout ça l'atteignait enfin. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit que les choses avaient dérapé. Il a dit qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Je l'ai juste regardé. Il m'a supplié de m'asseoir avec lui pour tout expliquer, pour arranger les choses. Alors je l'ai fait. Je me suis assise en face de lui, calme et stable. J'ai ouvert mon dossier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai parlé, avec mon avocate à mes côtés. Le jour est finalement arrivé. Nous étions au tribunal.
Non plus comme mari et femme amoureux, mais comme deux personnes dans des camps opposés. Il avait l'air nerveux. Je me sentais prête. Mon avocate avait tout ce dont nous avions besoin. Nous n'avions pas à prouver qu'il avait brisé mon cœur. Nous devions prouver qu'il avait enfreint la loi. Et cette partie était simple. La première chose que nous avons montrée était le faux contrat de mariage. Je ne l'avais jamais signé. Mais il était là, avec mon nom écrit d'une écriture qui n'était pas la mienne. Mon avocate a fait confirmer cela par un expert en graphologie. Elle a expliqué clairement au juge que la signature était falsifiée. Il n'a même pas argumenté. Il a juste baissé les yeux, honteux. Ensuite sont venues les preuves de l'adultère. Message. Photo. Réservation d'hôtel. Tout à son nom. Mon avocate a montré des dates, des reçus et des textos qui prouvaient tout. Ce n'était pas juste une trahison. C'était des mois de mensonges et de plans secrets. Nous avons montré comment ils dépensaient l'argent de notre compte pour elle. Des dîners. Des cadeaux. Même une partie de leur mariage. Le juge écoutait attentivement. Il posait des questions. Mon avocate répondait à chacune d'elles avec assurance. Son avocat n'avait pas grand-chose à dire. Que pouvait-il dire? La vérité était trop forte. Puis est venue la partie financière. Nous avons montré comment il avait déplacé de l'argent sans me le dire. Nous avons montré comment il cachait des choses. Le tribunal a pris cela au sérieux. Ils ont gelé certains de ses comptes pendant qu'ils enquêtaient davantage. Il a essayé d'expliquer. Mais personne n'écoutait plus. Il avait déjà perdu leur confiance. Pendant ce temps, sa nouvelle femme a perdu son emploi. Leur entreprise avait des règles. Pas de relation entre manager et employé. Elle avait enfreint ces règles. Une fois la vérité révélée, ils l'ont renvoyée. Discrètement. Pas de pot de départ. Pas de mots gentils. Juste un email froid et un dernier chèque de paie. Quand le juge a rendu la décision finale, je me suis senti calme. J'ai eu la maison. J'ai eu la voiture. Je n'ai pas demandé plus que ce qui était juste. Mais le juge a aussi ajouté une prestation compensatoire. Le tribunal a déclaré qu'il avait menti, triché et utilisé l'argent commun pour quelqu'un d'autre. Il me devait donc non seulement émotionnellement, mais légalement. Il n'a pas dit un mot. Il a juste hoché la tête. Il n'avait plus rien pour se défendre. Tout le charme qu'il utilisait autrefois avait disparu. La vérité lui avait tout enlevé. Après le tribunal, je suis sorti et j'ai pris une grande inspiration. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste non plus. Je me sentais juste libre. J'avais traversé le feu et j'en étais ressorti plus forte. Il avait planifié une nouvelle vie dans mon dos. Mais cette vie s'effondrait maintenant. Il n'est pas rentré avec elle. Elle n'avait plus de maison, pas avec lui en tout cas. Elle était au chômage et devait faire face à ses propres problèmes. Et lui? Il est retourné vivre chez ses parents. Dans la même chambre qu'il occupait quand nous nous sommes rencontrés. Cette même vieille maison où il avait juré ne jamais retourner. Il m'a quitté pour ma meilleure amie. Et maintenant, il vit chez ses parents. Je ne voulais pas parler de ce qui s'était passé, pas à mes connaissances. Alors j'ai tout écrit un soir. Je n'ai pas utilisé de vrai nom. Je n'ai pas révélé où je vivais. J'ai partagé ce qui s'était passé avec des mots simples et je l'ai posté sur Reddit. J'avais juste besoin d'évacuer. Au début, seules quelques personnes l'ont vu. Ils ont laissé des commentaires gentils et se disaient choqués. Puis plus de gens l'ont trouvé. C'est devenu viral sur Reddit et ça s'est répandu rapidement. Les gens ne pouvaient pas s'arrêter de lire. Ils disaient que ça semblait irréel. Comme quelque chose qui ne pouvait pas arriver dans la vraie vie. Mais ils croyaient chaque mot. Certaines personnes ont fait des vidéos parlant de ce que j'avais écrit. D'autres ont essayé de deviner de qui il s'agissait. Je suis restée silencieuse. Je n'ai jamais répondu. J'ai regardé l'histoire évoluer d'elle-même. Quelqu'un qui animait un podcast m'a envoyé un message. Il disait n'avoir jamais rien lu de tel. Il voulait me parler et promettait de garder mon anonymat. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai accepté. Je ne voulais pas d'attention. Je voulais parler selon mes propres conditions. L'épisode a été diffusé et des milliers de personnes l'ont écouté. J'ai parlé calmement.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste raconté ce qui s'était passé. La réaction a été énorme. Les gens envoyaient des messages disant qu'ils ressentaient ce que je ressentais. Certains disaient avoir vécu la même chose. Beaucoup m'ont remercié d'être honnête. Certains ont dit que ça les avait aidés d'une manière inattendue. Mais autre chose a commencé à se produire. Plus les gens écoutaient, plus ils devenaient curieux. Certains internautes ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Ils ont découvert qui il était. Qui elle était. Des photos ont commencé à circuler. De vieux posts ont été déterrés. Ce qu'ils avaient dit et fait auparavant apparaissait sous un nouveau jour. Les gens ont commencé à les juger eux, pas moi. Ils ont essayé de nier. Ils ont essayé de trouver des explications. Mais c'était trop tard. Internet avait rendu son verdict. Les gens se sont retournés contre eux rapidement. Ils ont supprimé des commentaires, puis des comptes entiers. Mais le mal était déjà fait. Leur visage était partout, lié à quelque chose que personne ne pouvait oublier. Je n'ai plus repris la parole. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé tout se dérouler. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise avec mon thé et j'ai ressenti la paix. Après tout ça, j'avais enfin l'impression d'avoir repris quelque chose. Il m'avait tellement pris. L'amour, la confiance, le temps. Des années que je ne peux pas récupérer. Mais maintenant la vérité était sortie et ils ne pouvaient plus se cacher. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Maintenant, ils devaient vivre avec le poids de ce choix. Ils voulaient un nouveau départ. Je leur ai donné autre chose. Une réputation que les gens n'oublieraient jamais. Un après-midi, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose m'a dit de répondre. C'était lui. Sa voix était calme, presque comme s'il avait peur. Il m'a demandé comment j'allais. Je n'ai pas dit grand-chose. Puis il a dit que je lui manquais. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Il a demandé si nous pouvions nous voir et parler en personne. J'ai accepté, mais seulement par curiosité. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Quand je suis entré, il s'est levé comme il le faisait avant, essayant d'avoir l'air poli. Mais il ne ressemblait plus à l'homme que j'avais connu. Il avait l'air fatigué, vieilli et incertain. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Il a dit que les choses ne s'étaient pas passées comme il le pensait. Il a dit qu'elles n'étaient pas celles qu'il croyait. Il a dit qu'il m'aimait toujours. Et que peut-être nous pourrions réessayer. J'ai écouté sans dire un mot. Quand il a fini, je l'ai regardé et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Il pensait vraiment que je le reprendrais. Je me suis levé et je lui ai dit non. Aucune chance. Je lui ai rappelé tout ce qu'il avait fait, et comment il s'en fichait jusqu'à ce que le monde se retourne contre lui. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Il ne m'a pas suivi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message. Cette fois d'elle. Elle voulait parler. Elle disait qu'elle avait besoin d'expliquer. Au début, j'ai ignoré. Puis j'en ai reçu un autre, plus long. Elle disait qu'elle était désolée. Elle disait que tout était de sa faute, qu'elle lui avait menti, l'avait poussée et fait des promesses qu'elle n'avait jamais prévu de tenir. Elle disait qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça, et que maintenant elle n'avait plus rien. Elle implorait mon pardon. Elle disait que notre amitié lui manquait. Elle disait qu'elle n'avait jamais pensé que ça finirait comme ça. Elle disait qu'elle était perdue. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ces mots ne signifiaient plus rien pour moi. Elle ne méritait pas la paix de ma part. Aucun des deux ne la méritait. Les gens parlent souvent de guérison et de tourner la page. Ils disent que le pardon est pour soi, pas pour l'autre. C'est peut-être vrai pour certains, mais pas pour moi. Je n'avais pas besoin de pardonner pour me sentir libre. Je n'avais pas besoin d'oublier pour me sentir forte. J'avais besoin que la vérité soit connue. J'avais besoin qu'ils affrontent ce qu'ils avaient fait. J'ai repris mon pouvoir dans le silence. Je n'ai pas reconstruit avec de l'amour ou des secondes chances. J'ai reconstruit avec la vérité, avec la force, avec la clarté. Je ne voulais rien réparer de ce qui était brisé.
Je voulais construire quelque chose de mieux sans les gens qui avaient essayé de me détruire. Ils pensaient pouvoir me laisser derrière eux. Ils pensaient que je serais oublié. Mais maintenant, quand les gens entendent leur nom, ils ne pensent pas à eux comme à un couple amoureux. Ils pensent à ce qu'ils ont fait. Mais moi, je suis la seule dont on se souviendra. Si sa vérité a ébranlé quelque chose en vous, ne continuez pas à faire défiler. Taguez quelqu'un qui a été trahi, blâmé ou brisé. Rappelez-lui qu'il n'est pas seul dans le noir. Sauvegardez ceci pour le jour où quelqu'un essaiera de faire taire votre douleur. Parce que quand il pense que vous resterez silencieux, attendez simplement. Votre calme n'est pas une faiblesse. Votre force se construit en silence. Et quand vous vous élèverez, ils se souviendront du feu qu'ils ont essayé d'étouffer.